Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je ne vais pas dire, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, puisque je sais que la reprise pour tout le monde a été au mois de septembre. En tout cas, moi, je reviens aujourd'hui 1er octobre avec les artisans qui me tirent de mon petit mini-sommeil vacancier, on va dire un petit peu. Donc, je reviens rapidement pour revenir en plateau avec vous, parler d'artisanat. Et on a une nouvelle émission qu'on va vous présenter tous les vendredis, enfin 3 vendredis dans le mois. Le dernier vendredi est réservé, comme vous le savez, à nos émissions, nos débats économiques. Donc on va regarder quand est-ce qu'on va reprendre nos débats tranquillement, gentiment. Et aujourd'hui, on va vous présenter nos intervenants que vous connaissez déjà et qui s'occupent de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc on va commencer avec Madame Gued. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Alors, enchantée, je vais dire. Sur ce format, enchantée. Sur ce format, enchantée. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, ou vous représenter bien évidemment, s'il vous plaît? Oui, bonsoir à tous. Alors, Kelly Gued, responsable de la communication de la Chambre de métier et de l'artisanat. Ouais. Alors, vous êtes venu, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné des personnes avec qui vous travaillez au niveau de la Chambre. Donc, il y a plusieurs directeurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je suis venue avec Monsieur Olivier Lugnon, qui est à côté de moi et qui est le chef de service du CFE-RM, qui est chez nous le centre de formalité des entreprises et le répertoire des métiers, ainsi que de la transition numérique. Donc aujourd'hui, il est avec nous pour vous parler d'un sujet d'actualité qui sera les élections à la Chambre de métier et de l'artisanat. D'accord. Ensuite, nous avons avec nous Madame Lucette Telside, qui est donc la directrice du programme Conseil en évolution professionnelle au CIBC, qui est donc un partenaire de la Chambre et qui vous présentera donc le CEP, ce que c'est, et surtout vous parler des semaines de l'évolution professionnelle, puisqu'on est en plein dedans. Et Monsieur Pierrot, qu'on ne présente plus, qui est le directeur de la formation à la Chambre de métier et de l'artisanat. Bon merci pour cette présentation. En plus, c'est vraiment génial de vous revoir. Même pour moi, ça me remet un petit peu dans le bain économique. Et vous allez, avant qu'on puisse vraiment plonger dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter le concept, puisque cette émission, c'est la Chambre qui l'a lancée. Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour les artisans? Alors aujourd'hui, nouvelle émission voulue par la Chambre de métier, l'artisanat chez vous, puisque nous nous rendons bien compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ou d'artisans nous disent qu'ils ne savent pas ce qu'on fait à la Chambre, qu'ils ne savent pas ce qu'on met en place. Donc, une nouvelle émission dédiée à l'artisanat, une émission de proximité qui mettra en avant l'actualité de notre institution. Donc, je viendrai avec vous tous les vendredis pour parler de notre actualité et nous aurons à débattre de différents thèmes, ainsi qu'on aura aussi des invités. On mettra en lumière des artisans qui viendront présenter leurs produits, présenter leur entreprise. On mettra en lumière des apprentis qui viendront parler de leur métier, de leur apprentissage, de leur formation, et des maîtres d'apprentissage dans leur entreprise qui sont amenés à former ces apprentis. En fait, on va brasser l'artisanat dans son ensemble pour qu'on ait une autre image, voilà, une image différente de ce qu'on fait, et que le public soit enfin au courant de ce qui se passe à la Chambre et qu'est-ce que la Chambre peut leur apporter. D'accord, en tout cas c'est génial franchement comme programme, moi ça me plaît beaucoup, vous savez que tout ce qui concerne en plus les entrepreneurs j'adore, donc voilà, mis à part mes propres cheveux pour la coiffure, je précise encore une fois comme d'habitude bien évidemment, mais j'adore nos coiffeurs qui ont toujours de bonnes idées. Alors on va commencer avec Monsieur Lugnon, bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir vous êtes là pour nous parler de ce qui se passe au niveau des élections guadeloupéennes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications, s'il vous plaît? Alors, effectivement, on est là aujourd'hui pour parler des élections au niveau des chambres de métiers et de l'artisanat, parce que ce sont des élections nationales. Donc, toutes les chambres de métiers sont concernées. Elles se déroulent normalement sur la période allant du 1er octobre 0 heure jusqu'au 14 octobre minuit. Et les artisans sont donc appelés à voter. Les 16 474 électeurs sont donc appelés à voter pour la future gouvernance de la Chambre de métiers de l'artisanat de région Guadeloupe. D'accord, alors vous avez un petit générique qu'on va passer tout de suite afin que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui se passe.
Alors voilà, alors moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup ce système. En plus ça a l'air très bien fait, de vote électronique par courrier et tout. On se croirait aux États-Unis, ça y est, on a passé, on est à l'après-crise, nous on est déjà dans le turfu comme on dit, 2022, on est déjà là. Comment vous avez organisé cette élection ? Alors, ça a été un processus assez long qui a débuté depuis mai 2021 avec la validation de la liste électorale et qui a continué ensuite avec toutes les formations qu'on a pu avoir au niveau justement du vote électronique, le dépôt des listes pour le vote électronique. À partir du 1er septembre, il y a eu la commission d'organisation des élections. Il faut savoir que c'est une organisation, j'ai envie de dire, mixte, avec la préfecture en tête de pont et la chambre de métier en appui technique pour ces élections. Donc à partir du 1er septembre, la commission d'organisation des élections, la COE, comme on l'appelle, a pris un petit peu la main et on a dû à ce moment valider tous les derniers éléments. On a reçu également tout le matériel de vote, que ce soit la propagande des candidats et le matériel de vote en lui-même. Tout a été validé par cette COE. Et nous avons ensuite lancé, je dirais mardi, c'est mardi dernier, effectivement le 28, nous avons scellé l'urne électronique pour le vote électronique. Et nous avons également, à la même époque, procédé à l'envoi de tous les courriers aux 16 474 électeurs. Cet envoi de courrier s'est déroulé, a été échelonné quand même, parce que nous avons une particularité au Guadeloupe, c'est que nous sommes quand même un archipel. Donc Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, que j'oubliais. Donc on a fait partir un petit peu avant et ensuite on a échelonné. Et là, on a déjà des premiers retours. Normalement, tout le monde est censé avoir ses bulletins de vote, son matériel de vote. D'accord. Alors moi, franchement, le système de vote électronique, je suis totalement fan. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait en Guadeloupe ou est-ce que c'est au niveau national que c'est fait comme ça pour le vote électronique ? C'est au niveau national. Alors, j'irai même plus loin, c'est même quelque chose que l'on partage avec la CCI. D'accord. Parce qu'il y a les élections de la CCI qui arrivent juste après les nôtres. Mais ce système, on l'a mis en place en collaboration avec la CCI. Les CMA et les CCI sur le même schéma pratiquement de vote. Sauf que la CCI, c'est uniquement du vote électronique, tandis que nous, on a encore la particularité d'avoir la double possibilité, vote électronique et vote par correspondance. Alors, et pourquoi cette particularité ? Parce que la CCI, sur la précédente mandature, était sur ce schéma mixte. Et là, maintenant, ça a été carrément abandonné. Et nous, on suit le mouvement où nous sommes sur ce schéma mixte. Et la prochaine fois, ce sera totalement abandonné également. D'accord, franchement, moi j'aime bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien ce système de vote électronique. Je trouve que c'est bien, surtout qu'avec la crise, on a vu qu'on avait besoin du numérique. Donc ça, je pense que c'est vraiment une première chose pour que les artisans puissent vraiment être facilités avec l'utilisation de tout ce qui est réseaux sociaux, voter sur Internet et tout. Alors, comment ça fonctionne ? Normalement, tout le monde est déjà inscrit. Hein. Ça avait déjà été fait. Vous étiez déjà venu sur notre plateau avant mes fameuses vacances. Oui. Donc, tout le monde s'est inscrit, c'est bon ? Maintenant, qu'est-ce que les gens vont devoir faire ? Alors, maintenant, normalement, ils ont reçu leur matériel de vote. Sur ce matériel de vote, il y a une notice qui est présentée. Et sur cette notice, il y a des éléments pour justement procéder au vote électronique. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ils ont un identifiant qu'ils vont pouvoir utiliser pour aller sur la plateforme de vote électronique et ainsi voter en ligne. Tout le monde, enfin les 16 474 électeurs, ils ont reçu ce matériel et maintenant il ne reste plus qu'à voter. Je ne vais pas... oui, ça a déjà commencé. On a même une adresse mail où s'il y a des gens qui veulent avoir des retours, veulent savoir comment ça se passe plus précisément, depuis ce matin, on reçoit déjà des mails, on reçoit des coups de fil d'artisans qui nous demandent comment ça se passe pour le vote, est-ce qu'il y a des soucis. Donc on est en train de leur expliquer, on a encore un travail pédagogique qu'on est en train de faire. Alors, je tiens également à rassurer ceux qui... par hasard, ça arrive toujours, n'auraient pas reçu leur matériel de vote. Ils ont, grâce à ce nouveau système, la possibilité de recevoir ce qu'on appelle chez nous du matériel de substitution. Donc, c'est de prendre contact avec nous sur l'adresse mail et à ce moment, on va leur donner la procédure pour pouvoir recevoir leur matériel de substitution qu'on a la possibilité de générer. Et pour nous, c'est invisible.
Et donc, c'est eux qui vont recevoir tout ce qu'ils ont à recevoir directement sur leur adresse mail qu'ils nous auront indiqué. D'accord, c'est bien. Le numéro de téléphone et l'adresse mail, vous pouvez la communiquer? Alors, l'adresse mail élection avec un S, @cmguadeloupe.org. Le numéro de téléphone, alors il y en a deux principaux. Vous avez le 0590 80 23 33. Les standardistes à la Chambre ont reçu les instructions concernant ces fameuses procédures. Et vous avez aussi le 06 90 31 68 46. D'accord, sinon les gens peuvent retrouver tous ces éléments sur votre page, je suppose, sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, on a mis ce matin un communiqué de presse qui a été de la préfecture relayé sur nos réseaux sociaux et qui indique la procédure en cas de non-réception de ce matériel de vote. S'ils veulent, normalement, dès qu'ils sont inscrits, ils font la demande, ils peuvent recevoir les instructions. On peut les aider dans cette démarche de vote sur le vote électronique. Mais c'est assez simple. On a testé, on a retesté. Ça fonctionne très bien. En tout cas, ça a l'air sympa. Moi, j'aime beaucoup en plus la petite vidéo. Du coup, je vous pose la question, puisque c'est vous qui vous occupez de la transition numérique en Guadeloupe. Comment ça se passe? Où en sommes-nous? En plus, on avait un ministre il n'y a pas longtemps. Donc moi-même, quand je vais reprendre les émissions Entreprendre, je verrai le point, on fera un point sur ce qui a été dit. Comment ça fonctionne pour les artisans? Alors, c'est un vaste sujet. C'est vrai que la crise que nous avons subi, que nous subissons toujours, a un petit peu précipité les choses. Nous avions des façons de fonctionner, de réception pour le public et tout. C'était ouvert, on pouvait venir quand on voulait, au moment où on voulait. Maintenant, les choses ont changé. On a mis en place de nouvelles façons de recevoir le public. Nous recevons d'abord les dossiers, nous les traitons, ensuite sur rendez-vous, on fait le nécessaire. Nous avons aussi le guichet entreprise qui maintenant fonctionne bien chez nous. Nous recevons les dossiers par ce biais. Nous les recevons, nous les traitons au fil de l'eau et nous aurons bientôt une nouvelle perspective, normalement en 2022, qui sera le guichet unique. Ça qui va être pour tous les CFE, sorte de formalité des entreprises. Et à ce moment, les artisans seront redirigés vers nous pour ce qui nous concerne et nous aurons maintenant ces dossiers-là à traiter. C'est un basculement qui est en train de s'opérer. Je ne vais pas mentir, qui a été un petit peu mis en parenthèse avec ces élections, mais qui est en train de se faire. Et de toute manière, en 2022, nous n'aurons pas le choix. Ce sera le guichet unique qui sera là pour tout ce qui est inscription, modification, radiation des entreprises. D'accord, mais de toute façon, moi, je ne vous lâche pas maintenant, parce que je vois tous les vendredis pratiquement. Donc, on pourra faire un point dans quelques mois, peut-être, pour voir quelles sont les avancées et comment c'est mis en place. Et dernière question pour vous. Le service CFE, RM, ça se passe comment avec cette crise? C'est la sortie des vacances. Comment ça se passe là pour la rentrée? Comment ça a été? Alors, un peu difficile pour le mois de septembre. On a quand même continué à procurer un service à nos ressortissants, tant bien que mal. On a essayé de faire le maximum pour eux parce que justement, ils avaient besoin de justificatifs pour se déplacer, etc. Donc, on a réussi à maintenir ce service pour eux. Nous avons également réussi, parce que malgré tout, cette crise, il y a toujours cette volonté d'entreprendre. J'étais même un petit peu parfois étonné, mais cette volonté d'entreprendre est toujours là. Certains disent, avec le plan de relance qui arrive, peut-être que les choses iront mieux. Donc, comme on dit, vous savez, c'est comme à la bourse, c'est quand ça descend. C'est un désordre qui remet de l'ordre. Voilà. Donc, il faut pouvoir se lancer maintenant. Donc, nous avons toujours des personnes qui se lancent, qui créent des entreprises. Moi, ça me rassure quelque part. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. Vous avez déjà un bilan à peu près pour savoir s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer, s'il y en a beaucoup qui rouvrent? Alors, j'ai un bilan, oui. En septembre, oui, tout à fait. On est environ, au jour d'aujourd'hui, à 1052 créations. C'est bien. Voilà, donc on maintient nos chiffres, j'ai envie de dire, malgré tout ce que nous avons subi. En radiation, nous étions aux alentours des 200-300 pour l'instant. Ça va.
ça va. C'est vrai qu'on a quand même, là où je trouve il y a une différence, c'est sur les modifications. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, se réorientent sur les activités, etc. Là, ce matin, par exemple, nous avions quelqu'un qui était en mécanique automobile. Ben là, il est passé carrément en nettoyage, désinfection, etc., etc. Il est allé faire le nécessaire pour pouvoir maintenant proposer ses services de désinfection dans les bureaux. Donc, il y a beaucoup... On a beaucoup de personnes qui se réorientent à l'intérieur même de leur entreprise. D'accord, bon ben ça c'est une très bonne chose. Merci beaucoup pour ces explications et de vos interventions. Alors est-ce que qui commence entre les deux? Monsieur Pierrot, peut-être on va faire un tour. Alors comment ça se passe au niveau de la formation? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit récapitulatif s'il vous plaît? Au niveau de la formation, bonsoir à tous quand même. Au niveau de la formation, c'est vrai que c'est un peu compliqué depuis le début du mois de septembre, notamment avec la rentrée au CFA. C'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, on va faire une rentrée présentielle à partir de lundi 4. On a eu une rentrée en distanciel à partir du 6 septembre. Et à partir du 4 octobre, on va recevoir les élèves de deuxième année et à partir du 11 octobre, les élèves de première année. Donc, on va redémarrer toutes nos sections sous les deux sites, le site du Rézé et le site de Desmarais. En rappelant que sur le site du Rézé, on a les métiers du bâtiment, second-œuvre, le bois et les métiers de l'automobile. Et sur Desmarais, on a les métiers de l'alimentation, cuisine, pâtisserie, boulangerie et les métiers de service, coiffure, esthétique et commerce. D'accord. Là, les apprentis que vous prenez, c'est en formation à l'école. Formation en alternance. Oui. C'est de l'alternance. C'est-à-dire une semaine en centre par mois et 3 semaines en entreprise. 3 semaines en entreprise. Ça se passe comment dans les entreprises en ce moment? Eh bien, aujourd'hui, malgré la crise, on a le maintien des aides de l'État jusqu'au 30 juin 2022. Pour une année, 4 000, 2 années, 8 000 8 000 pour la première année pour un jeune de plus de 18 ans et pour un jeune de moins de 18 ans, 5 000 euros. D'accord. Donc, les primes sont maintenues jusqu'en janvier 2022. C'est bien. C'est vrai qu'on essaie, le réseau des chambres de métiers essaie d'avoir, pour pouvoir se projeter, que le ministère nous donne un accord jusqu'en 2023. Comme ça permettra aux entreprises quand même de pouvoir se projeter, parce qu'aujourd'hui, avec la crise, les entreprises ont quand même du mal à se projeter. Mais c'est vrai qu'on peut dire, on a quand même des contrats d'apprentissage. Il y a des métiers où ça marche mieux que d'autres métiers, des métiers qui sont en difficulté parce qu'ils se sont retrouvés fermés avec le confinement. Et les métiers qui ne se sont pas trouvés, qui n'étaient pas fermés, on a de la demande et on a des apprentis. Et justement, avec cette histoire de métiers essentiels, métiers non essentiels, comment les entreprises ont vécu ça? Pour les jeunes qui étaient en formation dans ces secteurs d'activité qui ont dû fermer, à qui on a dit vous n'êtes pas essentiel, est-ce que vous avez un retour? Comment ils ont vécu ça? Oui, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, c'est qu'on revoit les difficultés. Par exemple, les métiers où on avait le plus d'apprentis, c'était l'alimentation, la coiffure et l'esthétique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à embaucher, on a du mal à avoir des contrats d'apprentissage en coiffure et en esthétique. Mais ça, c'est dû parce qu'ils étaient fermés. C'est pas une question de, par exemple, les jeunes ont décidé finalement, comme on leur a expliqué que c'était pas très essentiel, ils se sont dirigés sur autre chose. Non, ça c'est surtout les entreprises, comme les entreprises étaient fermées. Oui, tout simplement. Donc les chefs d'entreprise attendent peut-être la reprise et savoir ce qui va se passer pour pouvoir embaucher un apprenti. Ils vous parlent de leurs craintes par rapport à ça? Oui, on a beaucoup de maîtres d'apprentissage qui nous appellent par rapport à leurs craintes, par rapport aussi à leurs aides. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une phase de régularisation des aides des apprentis qui repartent pour des apprentis qui avaient des maîtres d'apprentissage qui avaient des apprentis depuis 2017-2018, c'est en train d'être régularisé. Donc, comme ça se régularise, ils sont en train d'embaucher des apprentis dans des secteurs d'activité. Voilà. D'accord, donc ça c'est une bonne chose. On se souvient que vous veniez, pareil, avant les vacances, que vous passiez quand même régulièrement en plateau pour faire des appels en fonction des places qui vous restaient. Est-ce que vous avez eu tous vos jeunes ou est-ce que vous avez encore des jeunes qui vous manquent dans les secteurs? On a des jeunes, mais on est à la recherche, il manque des maîtres d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on va lancer 2 formations. Allez-y, passez votre appel. 2 formations, suite à la demande, notamment le CAP fleuriste.
le CAP Fleuris qu'on va relancer en apprentissage suite à la demande de l'organisation professionnelle. Donc on attend les jeunes et on attend aussi les chefs d'entreprise pour pouvoir prendre des jeunes sur le CAP Fleuris. Et on est aussi en train de relancer le BTM prothésiste dentaire. Parce que nous avons un super plateau technique sur des marais et on est en train de le relancer. Et on le relance avec un partenariat notamment où on va essayer de former. On travaille en ce moment avec la Chambre de métiers de la Martinique et on essaie d'établir aussi un partenariat avec la Chambre de métiers de la Guyane pour faire un seul groupe pour lâcher. Mais ça, c'est l'effet du Covid, on va dire. C'est l'effet du Covid. Quand vous dites que vous allez faire un seul groupe, ça veut dire qu'ils vont venir se former chez nous. Ils vont venir se former chez nous. Au lieu d'aller en France hexagonale. Voilà. Et on a un plateau technique. Voilà. Donc on est en train de s'organiser parce que ça a quand même un coût de déplacement. Donc on est en train on a eu une visioconférence, une réunion visio avec l'OPCO, c'est-à-dire l'organisme des finances, pour voir comment ils peuvent prendre en charge les billets d'avion et l'hébergement des Martiniquais et des Guyanais. Comment ça se passe quand un jeune veut? Il doit aller à la Chambre en Martinique ou il l'appelle directement? Non, le contrat sera signé en Martinique. D'accord. Et ensuite, il y aura une clé de répartition pour le financement de la formation. Franchement, ça, je trouve, quand je dis, voilà, on est dans le turfu, on y est déjà, ça, c'est vraiment génial, le fait de travailler avec la Martinique et la Guyane pour le prothésiste dentaire, c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Pourquoi pas, il faudrait peut-être qu'un jour on vienne avec nos caméras pour aller regarder un petit peu comment ça se passe dans le centre d'apprentissage, faire un petit reportage. Je vous accueille quand vous voulez pour faire un petit reportage pour voir nos différents plateaux techniques, surtout qu'on est en train de les rénover parce qu'on a eu des accords de financement sur certains plateaux avec les OPCO. D'accord. Donc on est en train de rénover certains plateaux techniques, donc avec plaisir. Ah non, franchement, je pense que ça va vraiment être une bonne chose. Hein. Je vais faire un petit peu comme quand j'avais été faire le BTP, me mettre en immersion pour regarder un petit peu comment ça se passe dans la bouche des gens et on va filmer tout ça et on va vous passer ça, pourquoi pas un soir. Et après, rêvons, hein, tant qu'à faire, on va faire un grand reportage de 90 minutes et vous saurez tout. Et comme ça, vous pourrez mettre vos enfants dedans. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, allez-y. Mais il n'y a pas que les enfants, parce qu'aussi, on a beaucoup d'adultes en reconversion aussi. Ah ben voilà. On a beaucoup d'adultes en reconversion sur les métiers de l'artisanat. Comment ça se passe pour les adultes en reconversion, justement? Eh bien, les artisans en reconversion, le souci, c'est qu'il faut qu'ils trouvent leur financement. Tout dépend de leur statut. Il y en a certains qui sont salariés, ils peuvent passer par Transition Pro ou leur OPCO, ou il y en a qui sont demandeurs d'emploi et il faut qu'ils obtiennent leur financement par Pôle emploi ou la région des fois. D'accord, je pense que votre voisine tout à l'heure, Madame Telside, pourra peut-être nous en parler par rapport à l'aide de financement peut-être, il me semble, vous êtes aussi spécialisée dans le domaine, mais avant on va faire une nouveauté que je n'ai pas l'habitude de faire, donc je vais lancer une page de publicité, à tout à l'heure. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau, de retour avec Madame Gued, Monsieur Lugno, Monsieur Pierrot et Madame Telside qui sont avec nous cet après-midi pour parler d'artisanat. Nous avons une nouvelle émission, l'artisanat chez vous, et il se passe toujours quelque chose dans l'artisanat, je le lance déjà. C'est le slogan que vous allez bientôt voir débarquer sur le générique, pourquoi pas, hein, puisqu'on va le faire évoluer au fur et à mesure. Pour l'instant, nous sommes dans les couleurs de l'élection qui est le bleu. Donc, qui a été retenu pour le spot, qu'on va vous remettre en fin d'émission, hein, pour que vous puissiez le revoir et comprendre un petit peu le système. Donc je vous rappelle, n'hésitez pas à vous rapprocher des réseaux sociaux de la Chambre. De toute façon, vous avez aussi les informations sur les réseaux sociaux de la préfecture de Guadeloupe pour que vous puissiez aller voter. Hein. Donc on a vu, hein, donc, surtout moi j'ai vu pendant les élections, puisque je me suis retrouvée à les couvrir, il y a eu beaucoup d'abstention. Là on ne veut pas d'abstention, déplacez-vous, allez choisir votre futur président. Vous avez vu, ça bouge, ça swing, on est dans le turfu, là on est déjà truc électronique et tout, bientôt on va être les numéro 1 prothèses dentaires, on va faire des dents pour Jay-Z et tout ça. Attention, on a déjà une jeune femme qui est je ne sais plus comment ça s'appelle, qui fabrique les perruques pour Cardi B, je vous rappelle. Donc, c'est pas rien, hein, Cardi B porte des accessoires faits par les artisans guadeloupéens. Donc, pourquoi pas? Moi, franchement, vous me savez déjà, Madame Gued. Hein, donc, depuis avant que je vous rencontre au niveau de la Chambre, j'étais déjà sur ouvrir le marché, exporter nos produits. Donc, très, très important. On va y arriver et je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc là, on revient avec Madame Telside, qui est
est responsable, donc directrice en conseil en évolution professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Donc, je représente le réseau EVA qui est composé donc, du CIBC, de la Chambre de métiers et de l'artisanat, de la CCI des îles de Guadeloupe et du GIP-DEFI. Nous sommes mandatés par France Compétences pour délivrer le service de conseil en évolution professionnelle auprès des actifs occupés et des indépendants. Donc c'est un service qui existe déjà depuis 2014, mais le réseau EVA travaille en tant que conseiller, que conseil en évolution professionnelle depuis le 1er janvier 2020. Et l'objectif, c'est de pouvoir délivrer un service de conseil et d'orientation aux salariés et aux indépendants pour qu'ils puissent avoir un temps pour eux, pour échanger sur leur projet de reconversion, sur leur projet d'évolution, de formation, les questions qui peuvent se poser par rapport au marché du travail, à la création d'entreprises, à la reprise d'activité, à l'évolution, au changement de manière générale. Voilà. Alors justement, est-ce que vous pouvez aussi nous faire un point par rapport à cette période un peu compliquée Covid? Comment ça se passe en ce moment? Alors, en ce moment, on reçoit beaucoup à distance. Donc, c'est des modalités qu'on a déjà eues depuis 2020. Donc, on propose des rendez-vous de manière générale en présentiel ou en distanciel, donc téléphone ou visio. Et là, pendant la période de confinement, nous avons reçu en distanciel, donc téléphone et visio. Et on s'apprête à pouvoir recommencer donc, les rendez-vous en présentiel pour nos bénéficiaires. Alors là, on va le voir passer, ça va s'afficher. Il y a la semaine de l'évolution professionnelle à partir du 4 jusqu'au 15. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, on a ces 2 semaines d'évolution que nous avons programmées au niveau national. Donc, tous les opérateurs de conseil en évolution professionnelle à destination des salariés. Donc, le réseau EVA, pour 6 régions hexagonales plus 2 DROM, plus le groupement Évolution et la BGE pour la Guyane et la PEC pour les cadres. Et donc c'est 15 jours de webinaire, donc c'est du 100% digital, avec des thématiques telles que la reconversion, les dispositifs démissionnaires, la création-reprise d'entreprise, le CPF, donc qui est le compte personnel de formation, qui a remplacé le droit individuel à la formation et qui permet aux bénéficiaires de financer des actions de formation, également le CPF de transition professionnelle qui permet de s'absenter de son poste de travail pour suivre une formation dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle pour lequel les conseillers en évolution professionnelle accompagnent à l'élaboration du projet et des thématiques diverses autour de l'évolution, de la reconversion. D'accord, alors du coup j'ai 2 questions. 100 webinaires gratuits, c'est quoi? Ça veut dire que si je viens, je m'inscris, j'ai droit à 100 webinaires pour essayer de comprendre comment c'est 100% digital. D'accord. Voilà, et on peut s'inscrire à autant de webinaires qu'on veut, puisque c'est gratuit de toute façon. Donc les horaires qui sont affichés sont des horaires hexagones, mais il y a la possibilité d'en avoir toute la journée. D'accord. Et ces webinaires seront disponibles en replay, donc disponibles. Et ils sont classés par thème, c'est ça? En fonction peut-être des métiers, c'est classé comment? Alors, si les gens veulent s'inscrire? Passer en fonction des métiers. Donc, quand on va sur le site, il y a la programmation des différents webinaires et il s'agit juste de choisir la thématique qui nous intéresse. Il est indiqué quel jour elle est proposée et ensuite elle sera disponible en replay. D'accord, c'est super. Et vous parliez tout à l'heure de cette histoire de formation. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler pour le financement. Visiblement, je crois que ça avait changé. Ils ont changé le système, non? Les gens avaient jusqu'à la fin du mois de juin ou de juillet pour prendre leurs points. Est-ce que vous pouvez nous faire un récapitulatif, s'il vous plaît? Alors, c'était sur le droit individuel à la formation
qui était l'ancien système de financement de la formation, pour lequel les salariés devaient intégrer les droits acquis au titre du droit individuel à l'information sur leur compte CPF jusqu'au 30 juin. Et pour le coup, c'est fini. Et donc, comment ça se passe maintenant du coup pour les gens qui travaillent? Alors, pour tout salarié, il est possible d'activer son compte personnel de formation. Je dis activer parce que en fait, l'employeur cotise au titre de la formation professionnelle pour ses salariés. Et même si je travaille par exemple depuis 2015 et que je crée mon compte aujourd'hui, les cotisations que mon employeur a versées pour mes droits à la formation sont déjà présents sur le compte personnel de formation. D'accord, ça c'est génial. Et pour les gens, parce que là c'est une émission pour les artisans, qui sont les promesses de leur entreprise. Donc, comment ça se passe pour eux-mêmes? Est-ce que c'est possible pour un artisan de se former ou d'avoir un compte de formation quand il travaille pour lui-même, quand il est son propre patron? Alors, tout le monde peut disposer d'un compte personnel de formation. Le système est un petit peu différent pour les indépendants, les entreprises qui cotisent au titre de la formation professionnelle sur un pourcentage des chiffres d'affaires. Et après, il y a également les fiches PL qui peuvent venir compléter. Alors, c'est sûr que le système est un petit peu différent et peut être plus compliqué pour un indépendant que pour un salarié, c'est vrai. Mais il en va de même pour les différents thèmes. Hein. Quand on est un indépendant, il faut cotiser pour sa sécurité sociale, etc. Et bien, c'est la même chose. Voilà, on fait une émission spéciale, on paye tout et on n'a rien. Et si je peux rajouter pour le financement de la formation des artisans, l'artisan normalement doit cotiser à un fonds d'assurance formation. D'accord. Un fonds d'assurance formation qui aujourd'hui, avant la réforme de la formation professionnelle, était géré par la DRFIP, les impôts, et aujourd'hui est géré par la COS, la sécurité sociale. Et les artisans peuvent donc obtenir un financement pour leur formation technique au niveau du FAFCA, Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanaux, ou le conseil de la formation qui est géré par les chambres de métiers. Mais il faut savoir aujourd'hui que les fonds sont devenus très très rares parce que depuis le transfert des compétences au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la COS, pour pouvoir bénéficier de la formation, il faut être à jour de ces cotisations. Pour ça aussi. Ah oui, pour ça aussi. Et s'ils ne payent pas, ils peuvent pas avoir une attestation justifiant qu'ils ont payé. Après, on va dire c'est 115 € à l'année et qui permet d'obtenir un financement de formation 2 ou 3 000 € de financement de formation. D'accord. 115 €. Mais c'est vrai que beaucoup d'artisans Il faut être à jour. Il faut être à jour. Bon, on va s'occuper aussi de cette histoire d'être à jour, parce que je crois qu'on va remettre un petit peu, cette année, on va en profiter pour remettre tout ça à plat et pour pouvoir relancer notre économie. Ouais. Pour les gens qui sont à jour, comment ils font pour déclencher s'ils veulent se former, comment ils font pour déclencher cette demande? Donc, pour toutes les formations techniques, ils peuvent, si c'est une formation qui est gérée par le centre de formation de la Chambre de métiers, ils se rapprochent de nous et on monte le dossier. D'accord. On monte le dossier de financement pour eux. Ou ils peuvent directement s'adresser sur la plateforme du FAFCEA pour leur formation, pour faire leur demande de formation. Et tout est dématérialisé, etc. Et pareil, pour le conseil de la formation, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, le conseil de la formation de la Chambre de métiers de la Guadeloupe n'a pas de fonds et tous les fonds sont épuisés, notamment parce que lors de la réforme, les fonds ont été divisés par 4 du fait que beaucoup d'artisans ne sont pas à jour de leur formation. Voilà, oui. De leur frais de formation. D'accord. Est-ce que vous savez, parce que c'est vrai que ça a été le gros problème de la crise Covid, pourquoi on a autant d'artisans qui ne sont pas à jour? Enfin, moi, je dis ça, moi-même, je travaille pour moi, donc moi-même, je ne suis pas forcément, je n'ai pas toujours été à jour. Donc, mais est-ce que vous savez pourquoi on a autant de problèmes? Est-ce que c'est vraiment au niveau des charges, ça pèse trop lourd, c'est un budget trop lourd, ou c'est parce que les gens n'ont pas le temps et ils laissent passer les échéances et puis ils se retrouvent avec des grosses sommes? Je pense que pour beaucoup d'artisans, c'est surtout une méconnaissance. Parce que comme je vous dis, c'est 115 €. 115 € et qui permet d'accéder à un financement de formation. D'accord. C'est vraiment minime.
Mais je pense que c'est surtout la méconnaissance des artisans et surtout sur les toutes petites structures, les artisans, ils font tout. Hein. Ils sont sur le terrain, ils font du secrétariat, ils font de l'administratif. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils se laissent déborder, ils ont peur d'aller demander, ils ont honte peut-être de se rapprocher pour savoir. En plus, un jour, on a fait venir un huissier pour expliquer aux gens qui peuvent être aidés. Donc, pourquoi pas refaire ça pour traiter un jour le sujet? Je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Je vous la soumets, vous choisirez. Allez-y. D'où l'importance d'ailleurs, si je peux me permettre, de rajouter sur la transition numérique. Parce que tout ça maintenant, ça peut être géré, je ne vais pas dire de clics, mais presque. À partir de chez soi, le soir, lorsqu'on a fini de travailler, on regarde rapidement, on coche ce qu'on a à cocher et on envoie. C'est l'importance de la transition numérique et c'est sur ce que le gouvernement, le gouvernement se dirige de plus en plus. D'accord, bon, ça c'est une bonne chose. On le garde en mémoire pour vraiment parler de ce sujet. Alors, 2 autres images qu'on va vous présenter, c'est pour la formation en apprentissage. Donc tout à l'heure, on parlait du CAP fleuriste, ouverture prévue en novembre 2021. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Allez-y. Donc, la formation fleuriste, donc, il se déroulera sur le site de Desmarais, que je mets en apprentissage. C'est-à-dire, mais après, on peut accueillir tout public. C'est-à-dire simplement le financement, il est différent. C'est-à-dire que l'apprenti, il lui faut trouver un employeur. Donc il y a à peu près 50 fleuristes inscrits à la chambre de métier. Donc ils peuvent, et c'est pour les jeunes, on va dire de 16 à 30 ans. Mais après, quelqu'un qui est demandeur d'emploi ou qui est salarié qui veut se reconvertir, il n'y a aucun problème et on mettra en place. Ça, c'est le service de la formation continue qui va traiter son dossier pour pouvoir trouver le financement, le meilleur financement pour la formation. Et ils seront intégrés à ce qu'on appelle la mixité de la formation. D'accord. Une deuxième formation pour le prothésiste dentaire, pareil, ça va s'afficher. Donc toujours en apprentissage et ça, donc tout à l'heure on disait... Voilà, c'est une formation sur 3 ans. C'est une formation sur 3 ans. Donc en apprentissage qui équivaut et on essaie d'associer. Pour l'instant, on est en de bonnes relations avec la Martinique. On travaille sur le montage du dossier. C'est pour ça qu'on a mis janvier 2022 pour finir le financement de la formation. Et on essaie, on a des premiers contacts avec la Guyane aussi pour pouvoir relancer au niveau académique, parce que au niveau des Outre-mer. Parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que nous, on ne peut pas avoir 15 apprentis. Avec le nombre de prothésistes dentaires qu'on a sur la Guadeloupe, avoir une promotion de 12-15 apprentis, c'est énorme, c'est pas possible. Donc, en prenant 5 en Guadeloupe, 5 en Martinique, 5 en Guyane, ça nous fait une promotion de 15 et qui peut être intégrée et avoir du travail. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde dans notre fichier, la majorité des prothésistes dentaires, ils sont presque à la retraite. Alors, c'est très important ce que vous dites parce que je rappelle que notre population est vieillissante. Voilà. Ça veut dire que les prothésistes dentaires, ils auront du boulot dans les années à venir parce qu'on va tous se retrouver sans dents bientôt. Voilà. Donc, c'est bien de commencer la formation maintenant de manière à ce que, surtout si c'est sur 3 ans, ça permettra de faire tourner, parce qu'en Martinique aussi, la population, elle est vieillissante. Voilà. C'est un brevet de technique de BTM, brevet technique des métiers, donc c'est un diplôme de niveau 4. Niveau 4 du réseau des chambres de métiers, c'est-à-dire où le référentiel a été défini par les professionnels. Donc, et c'est vraiment des compétences qui sont utilisées par les professionnels. Est-ce que le matériel, je suppose le matériel, c'est du matériel exporté? Il faut vraiment qu'on aille, parce que j'ai... Non, on a un super... on a un labo... Oui, non, le laboratoire, oui. Mais j'imagine pour faire la prothèse en elle-même. C'est-à-dire qu'on relance la formation. Quand l'UOMA a été créé en 2012, il y a eu une première promotion. Et c'est vrai qu'on a eu du mal parce que l'effectif de prothésistes dentaires était très faible. On a 30-40 prothésistes dentaires en Guadeloupe. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de main-d'œuvre et surtout qu'ils avaient beaucoup de concurrence de prothèses de Chine. Et aujourd'hui, avec la crise du Covid, il est difficile d'importer, donc ils commencent à avoir plus de production. Donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc ça vient des professionnels qui sont venus nous voir et pour nous demander de remettre en place la formation. Parce qu'ils commencent à avoir plus de travail
il y a, on va dire, 5-6 ans. 5-6 ans. Franchement, ça, c'est une très bonne chose. Moi, je félicite les professionnels qui ont fait ça. C'est génial pour la Guadeloupe et pour les départements qui vont travailler avec vous. Et justement, j'ai une question, Madame Telside. Vous qui êtes dans le conseil en évolution professionnelle, est-ce que vous avez fait un bilan de notre société pour voir quels sont les métiers qui vont bientôt émerger? Je dis ça parce qu'un jour, comme je disais, la population elle est vieillissante. Et un jour, j'ai eu l'occasion de recevoir une dame qui était spécialisée dans le bien-être pour les personnes âgées. Enfin, c'était un accompagnement particulier. Du coup, c'est une formation particulière qu'elle a dû faire. Est-ce que vous avez commencé peut-être à faire un sondage, un bilan au niveau de la société pour voir quels sont les prochains métiers qui vont émerger et pour permettre aussi au niveau de la Chambre que vous proposiez bien les formations là où il manque de l'emploi, là où il faudrait créer de l'emploi. Est-ce que ça, c'est un travail que vous faites ou pas avec les gens? Alors, c'est un travail qui a été effectué par différents partenaires, donc parmi lesquels on peut citer les OPCO, le Pôle emploi également, où ils ont travaillé sur la liste des métiers porteurs, des métiers dits en tension, dans le cadre du plan de relance qui a été lancé au niveau national pour faire face à la reprise économique relative à la situation sanitaire. Et chez nous, c'est quoi les métiers? Quels sont les métiers où il manque de la main-d'œuvre ou qu'il faut développer? Alors, je ne pourrais pas vous les citer de tête, mais on va retrouver... Pour la prochaine fois, on va la voir. Voilà. On aura la liste. Mais après, prenez vos papiers et vos stylos. Hein. On va retrouver des métiers autour de la santé, notamment. Mais je ne pourrais pas vous les citer de tête, mais après, les personnes qui s'intéressent, qui s'interrogent sur le marché du travail et qui veulent avoir des informations peuvent être reçues par des conseillers en évolution professionnelle et échanger sur leurs perspectives d'évolution et s'informer sur les métiers qui recrutent. On va surveiller tout ça de très près. Du coup, j'ai une question qui est dans l'air du temps, les médicaments. Donc, parce qu'on sait que nous, on a une pharmacopée qui est riche, mais qu'il faut développer. Pour l'instant, on n'a aucun médicament vraiment à nous. Il faut travailler dessus. Est-ce que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles vous commencez à vous positionner pour voir si on peut y avoir des formations, des experts? Allez-y, Monsieur Lunion. Oui, bon, comme par hasard, oui. Cette semaine, j'ai eu 3 jeunes. Vous vouliez cacher? Non, on ne les cache pas. Cette semaine, oui, on a monté, on les a accompagnés dans le montage de leur société. Oui, c'était une société, dans le montage de leur société qui, justement, va s'intéresser à toute la pharmacopée. Voilà. Ce sont des gens qui ont un niveau de diplôme très élevé, des chimistes et tout. Oui, docteur en master, je ne me rappelle même plus tout à fait des noms. Très bien. Ils sont venus cette semaine, je l'ai reçu hier, oui c'est hier, je l'ai reçu, on l'a aidé justement, on l'a accompagné dans le montage de sa société. Et ils vont justement même mettre en place de la recherche et développement dans ce domaine-là. Génial. Donc on a discuté rapidement, donc oui, il y a aussi ce mouvement-là qui est en train de s'enclencher. Ce matin, j'ai encore quelqu'un qui m'a envoyé des éléments sur les bienfaits de l'huile de coco que je ne connaissais pas, je n'ai même pas encore eu le temps de lire, mais il m'a envoyé ça, on a aidé aussi pour son dossier et il m'a envoyé à plusieurs collègues d'ailleurs également des bienfaits de l'huile de coco. Donc ce sont des choses qui sont en train de bouger chez nous. Il y en avait déjà, c'est vrai que ça relève de chez nous, ce qui est fabrication de ce type d'éléments, mais je constate avec ce qui s'est passé, que ça commence à bouger dans ce secteur-là. Bon, génial, donc je vous transmets l'information. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, peut-être que vous êtes au courant. Déjà, c'est reconnu, notre pharmacopée locale est reconnue et incité par l'OMS, donc ça c'est important puisqu'ils disent qu'on ne pourra pas rester dans les médicaments chimiques tout le temps. Déjà tout le monde veut revenir sur le bio et le chimique c'est trop polluant, il y a trop de matériel super bizarre dedans. Donc ils veulent revenir sur le bio et ils veulent soutenir justement la pharmacopée locale donc pour développer des vrais médicaments mais beaucoup moins chimiques à base vraiment de molécules. Et visiblement il y a un fonds de l'ONU, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, qui aide quels que soient les pays, c'est un fonds qui est, donc tous les pays cotisent pour la planète entière, pour aider à tout ce qui est développement, sur tout ce qui est biodiversité. Est-ce que vous connaissez ce genre de fonds? Est-ce que ça pourrait, par exemple, vous pouvez réussir peut-être à trouver du budget pour aider les jeunes, par exemple, que vous avez reçus, puisqu'on sait que ça va être le plus gros nerf de la guerre, ça va être l'argent.
Alors, non, je ne connaissais pas. Et ben voilà. Voilà. De toute façon, j'ai tout regardé, j'ai vu plein de reportages. J'ai tout noté, je vous donnerai tout ça. Voilà, non, je ne connaissais pas, mais on peut transmettre effectivement les informations. C'est notre rôle. On a un service pôle économique qui, c'est son rôle de pouvoir justement aider toutes ces personnes qui viennent d'abord au CFE, mais ensuite on les dirige vers le pôle entreprise, pouvoir les aider, tout ce qui aide, tout ce qui est suivi de leurs demandes. Nous sommes là pour ça également. Ça, je pense que, parce que là, je pense que même vous, au niveau de la Chambre, peut-être que ça va être vous, au niveau, vraiment la Chambre, peut-être d'aller faire la démarche. Moi, j'ai vu ça dans un reportage, je vous ai dit en ce moment, je regarde vraiment tout ça. Je vois qu'en France, ils essaient de relocaliser les médicaments. Et ils ont déjà dit, donc les agences de médicaments en France ont déjà dit qu'ils ne vont pas s'occuper de tout ce qui est mal de tête, enfin tout ce que nous, j'ai regardé, on peut faire. Donc si nous, on peut se placer au moins sur ce secteur, ça peut être peut-être quelque chose de porteur. Donc je vais aller rechercher mes informations, je vais vous donner tout ça pour que vous puissiez regarder un petit peu à quoi ça correspond. Il nous reste 2 minutes, on va repasser le générique et on va revenir rapidement au plateau pour savoir si vous avez une dernière information à passer. Pas le générique, le vote, la vidéo pour le vote. Voilà, donc allez voter, déplacez-vous, c'est votre avenir hein, de toutes les façons, donc c'est notre avenir puisque l'artisanat en France, on est censé être français, c'est le premier métier et c'est le premier secteur créateur d'emplois, donc c'est très important l'artisanat et plus on va développer l'artisanat et plus on pourra évoluer, faire des choses, transformer, arrêter d'importer et produire tout ce qu'on ne peut pas importer, le produire nous-mêmes. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse un truc sur le pain et les gâteaux, les pâtisseries, les boulangeries avec notre farine locale. Un mot très rapide, 30 secondes pour la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Allez-y. Donc, nouvelle émission, l'artisanat chez vous. Une émission qui désormais, tous les vendredis, vous informera de l'actualité de la Chambre de métier de l'artisanat, mais pas que, qui vous informera, qui vous orientera, qui vous fera des démonstrations et qui vous guidera aussi dans tous vos besoins, toutes vos recherches. Dorénavant, une émission pour vous, pour savoir ce qui se passe dans l'artisanat, puisque dans l'artisanat, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et moi, bon, vous me connaissez déjà, les artisans, j'ai déjà dit, je n'ai aucune fierté. Je prends tous les produits que vous voulez me faire essayer, j'essaye tout. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Nous, on se revoit lundi parce que, comme vous savez, les élections arrivent bientôt. Donc, je vous donne très rapidement le programme qui va se passer cette semaine. Il y a 4 listes. Donc, lundi 4, nous aurons rendez-vous avec monsieur Simon Vainqueur et Franck Lasserre. Enfin, ils sont tous les deux sur la même liste pour
pour la liste Ensemble pour réussir. Mardi 5, c'est monsieur Michel Aurélien Adélaïde, l'artisanat solidaire. Mercredi 6, nous sommes avec monsieur Patrick Hubert pour la liste Une nouvelle voie pour l'artisanat. Et vendredi 8, nous serons avec Gabriel Foy pour Artisans en action. Et bien évidemment, normalement, jeudi, la préfecture et le préfet va faire son point Covid. Bonne soirée à tous, bonne semaine à vous, à lundi et au revoir. Merci de nous avoir suivis.